Donc la suite du colloque, on a trois tables rondes. On va commencer la première et deux autres suivront cet après-midi. Cette première table ronde a pour sujet les transformations numériques des systèmes de mobilité, qui est un sujet on ne peut plus vaste. On va essayer, en l'abordant, de ne pas trop déborder sur les sujets des deux autres tables rondes, le deuxième étant plutôt sur le sujet du service, mobilité as a service, et la troisième table ronde plutôt centrée sur les sujets liés à l'usager. Mais ça va être compliqué parce qu'on a un sujet où toutes ces dimensions-là sont souvent intriquées. Mais on va essayer moi je vais essayer de garder à la fois le temps et puis de vous poser quelques questions autour de ce sujet de la transformation numérique qui aujourd'hui est un sujet très important parce qu'on voit que ce soit aussi bien, comme Jacob l'a introduit au tout début de la journée, les sujets de partage, de sharing, les sujets de multimodalité, les sujets de voitures autonomes, de tous les sujets de data et de policy derrière et de privacy. Enfin, voilà, on a énormément de sujets qui sont impactés par la transformation numérique, plus les sujets aussi liés au territoire lui-même. On a quelqu'un qui pourra nous évoquer ces sujets-là par rapport à la ville. La mobilité s'instancie sur un territoire et n'est pas hors sol. Et il y a aussi des acteurs et des jeux d'acteurs à évoquer. Et donc on va essayer de faire cet échange. Je vais déjà passer la parole. Donc moi, je suis Patrice Acnin, directeur scientifique de l'IRT Systemix. Et je vais passer la parole à toutes les personnes de la table pour qu'ils se présentent dans un premier temps. Bonjour, Thomas Baudel, France Lab d'IBM. Donc on est un laboratoire de 700 chercheurs en France. Et je dirais que la partie d'IBM sur laquelle on travaille, c'est vraiment l'informatique, l'optimisation, des choses qui ne sont pas très visibles dans le monde de la ville. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans un labo où on fait des logiciels d'optimisation, des choses qui sont très génériques, eh ben, on a besoin d'avoir des personnes qui comprennent un petit peu mieux les enjeux au niveau, et c'est à ce titre que je me spécialise en logistique urbaine, que j'ai fait quelques travaux qui me permettent de parler de mobilité. Bonjour, je suis Arnaud Julien, je suis directeur de l'innovation et du digital chez Keolis, que vous connaissez sans doute tous. On fait un petit rappel, hein, c'est un leader mondial de la mobilité et donc qui opère l'ensemble des mobilités urbaines, interurbaines. Donc ça va du train, du tramway, du métro automatique, de la voiture autonome, aussi du VTC, du taxi, de la navette fluviale, de la navette maritime, du téléphérique urbain. Donc on opère tout et c'est notre positionnement de plus en plus d'être sur la multimodalité. Et aujourd'hui, on est dans une transformation majeure, comme ça a été déjà évoqué ce matin. Donc c'est plutôt captivant et intéressant. Et merci de m'avoir invité à cette table ronde. Vous pouvez parler en rapprochant votre micro de votre bouche, s'il vous plaît, comme lorsque vous faites une conférence au Zénith, vous ferez la même chose. D'accord. D'avance. Voilà, donc. Donc je vais suivre le conseil. Donc est-ce que là c'est pas mal, on m'entend bien. Donc je suis Véronique Berthaud de la RATP. Donc je ne vais pas présenter la RATP. Vous avez tous un jour pris un métro ou un RER. Ça c'est pour l'Île-de-France, mais la RATP est présente dans un grand nombre de pays. Donc le groupe RATP opère dans une cinquantaine de pays dans le monde. Et moi je suis à la direction de la stratégie en charge du programme de recherche et d'innovation véhicules autonomes de la RATP. Et j'ai également en charge le pilotage du programme national véhicules autonomes dans son volet système de transport public autonome. Voilà, donc j'interviens dans cette table ronde à peu près à deux niveaux, au niveau de le plan Nouvelle France industrielle qu'on appelle maintenant programme national véhicules autonomes et au titre de la RATP. Donc je vais essayer de jongler entre les deux fonctions. Bonjour à tous, donc moi je suis Antoine Courmont, je suis chercheur en sciences politiques à Sciences Po et je suis aussi responsable scientifique d'une nouvelle chaire qui vient d'être lancée à Sciences Po qui s'appelle Ville et numérique, où on traite les enjeux de gouvernance urbaine et les recompositions de la gouvernance urbaine liées aux effets du numérique. Donc moi, à ce titre, je travaille plus particulièrement sur les politiques de données urbaines et donc revoir au travers des données, des échanges, de leur production, leurs usages, etc., en quoi ça recompose les relations entre les différents acteurs du gouvernement de la ville. Et je me suis intéressé pas mal au secteur des transports, d'où ma participation à cette table ronde.
Bien, merci pour cette première présentation de toutes les personnes sur la table ronde. Je vais peut-être poser une première question à Véronique, honneur aux dames. Je me posais la question, parce qu'on a là finalement un panel d'acteurs assez différents, mais pour un opérateur historique, quels sont les enjeux, le big data, tout le monde, un buzzword s'il en est, quels sont les risques et les opportunités qu'offre à un opérateur cette irruption de la data, cette irruption des nouvelles technologies pour un opérateur historique? Donc répondre en 3 minutes à cette question, à cette méta-question, oui, c'est un vrai challenge. Alors, j'ai un peu réfléchi quand même suite à notre échange. Donc cette question, elle n'est pas tout à fait en direct, hein, elle a été un peu préparée. Donc je me suis dit comment je vais répondre en 3 minutes à ça. Donc il y a 3 messages à faire passer. C'est que le premier message, c'est que la transition numérique dans la mobilité et les transports, c'est déjà quelque chose qui est en marche et qui est en marche depuis assez longtemps. Et je vais prendre l'exemple de ce qui se passe à la RATP, mais c'est aujourd'hui, on peut dire que assez largement, les métiers et les équipements sont tous connectés et la tendance à la numérisation, elle est déjà bien engagée. Je prends l'exemple des équipements dans les gares, dans les stations, les véhicules, tout ça c'est connecté. Les agents d'information, des agents d'exploitation du réseau, des agents de maintenance sont tous équipés de tablettes, de smartphones, que ce soit dans leur relation client ou que ce soit dans leur métier d'exploitant ou de mainteneur. Et puis je ne vais pas vous faire l'affront en fait, de vous dire que tout ce qui est digitalisation des services, c'est quelque chose qui est déjà en marche depuis très 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 longtemps. Et je ne vais pas vous citer ratp.fr, mais je le fais quand même parce que c'est une petite page de publicité. Et avant de venir, je suis allée regarder, en fait, ne serait-ce qu'en Île-de-France. Je n'ai pas fait la vision monde. Combien il y avait d'applis qui étaient là pour vous expliquer comment prendre le métro, comment prendre le bus, comment vous déplacer en Île-de-France. J'ai dû passer un petit quart d'heure, j'en ai déjà compté une vingtaine. Et je vous rassure tout de suite, la vingtaine d'applications n'est pas opérée par la RATP. La RATP, on a 3 significatifs. Je ne sais pas combien Keolis ou la SNCF a d'applications en Île-de-France, mais c'est pour vous dire que sur ce champ-là, il y a une pléthore en fait, de services. Alors, au travers de ces quelques illustrations, et puis quand même, je peux faire une petite annonce parce que vous avez tous râlé un jour en disant « Oh là là, je ne peux pas surfer sur Internet, je ne peux pas répondre à mon mail quand je suis dans le métro, quand je suis dans le RER. » Et il y a quand même une annonce qui est que pour 2018, en fait, l'ensemble des lignes du réseau RATP, que ce soit métro ou RER, sera connecté en 4G. Et ça va être une vraie révolution. Tout le monde a un smartphone, on l'a vu, en Europe aussi. Et donc là, il va y avoir une continuité d'usage en fait, du smartphone. Et au travers de ces quelques illustrations, on voit bien que finalement, c'est tous les métiers en fait, qui sont impactés par la transition numérique dans les transports. Les métiers de la relation de service aux clients, mais aussi les métiers d'exploitation, les métiers de maintenance, etc. Et tout ça, c'est pour nous, en fait, une formidable opportunité de développement de nouveaux services, mais aussi des gisements de productivité ou d'amélioration de l'exploitation. On parle de prédictive, d'exploitation prédictive, de maintenance prédictive, etc. Donc il y a des gisements de productivité énormes. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans les histoires, il y a aussi un gisement d'activité et de développement mais tellement de start-up, tellement de grands groupes qu'on ne sait plus où se tourner. C'est-à-dire qu'avant, on savait les concurrents. C'était voilà, mon camarade qui est juste à ma gauche. On en avait identifié quelques-uns. Et aujourd'hui, c'est plus possible. Enfin, je veux dire, on a des concurrents qui viennent de tous horizons et aussi des horizons du data. Je vais prendre l'exemple de l'ingénierie. La RATP est très bonne, en fait. Je peux faire aussi encore un peu de pub sur la question de la modélisation des systèmes de transport, la planification des systèmes de transport. On avait l'habitude de travailler avec des données qui étaient des données, on a parlé des enquêtes ménages, on parle des données recensement, etc., pour faire de la planification. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train de se faire dépasser par une multitude
de start-up qui se dit je traite en temps réel toutes les données en fait, qui remontent des systèmes de transport. On a parlé des smartphones, je traite en temps réel toutes les données de flux qui remontent en fait, des opérateurs de téléphonie mobile. Et on voit des start-up, mais on voit aussi des grands opérateurs, Orange, SFR, qui se positionnent en fait, sur des métiers qui sont nos métiers. Et j'ai bien aimé en fait, le débat sur quantité versus qualité de la donnée. Et là, il y aurait beaucoup à dire. Donc, on en reparlera, mais c'est vrai que voilà, donc on est attaqué par énormément en fait de start-up ou de grands groupes et pas uniquement métier par métier, parce que là on voit apparaître aussi des ovnis qui sont moi je les appelle les méta-intégrateurs. Quand vous regardez Google, c'est un bon exemple. Ils sont partis du traitement de la donnée, des données carto, de tout type de données, pour progressivement aller vers tous les services en fait d'information. Je ne sais pas, il y a peut-être des milliers de villes dans le monde qui ont des systèmes d'information en temps réel sur la mobilité offerts par Google. Et puis maintenant, ils se mettent sur les véhicules, les services de transport hardware. Donc, ne serait-ce qu'à travers leur positionnement sur le véhicule autonome, et ça va être une assez bonne transition, parce qu'on va aussi parler de ça, mais aussi de leur partenariat avec Uber. Donc, du coup, par rapport à ça, on se dit finalement, au fond, nos concurrents, c'est peut-être ces gens-là. Et il va falloir qu'on change complètement notre façon de travailler, de penser la mobilité. Et je conclurai juste en disant, finalement, s'il y avait 2 enjeux à retenir de cette transition en fait, numérique des systèmes de transport, le premier, ce serait garder une certaine maîtrise de cette donnée. Il y a des milliards en fait, de données et il faut qu'on maîtrise suffisamment en fait, le traitement de ces données pour en faire des instruments de la compétitivité et de la productivité de l'entreprise. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, qui est pour moi essentiel, c'est le sujet de la maîtrise de la relation avec nos clients. Parce que si on ne fait pas ça, si on n'essaye pas de garder la maîtrise de la relation avec nos clients au travers de toutes ces applis, etc., on va se faire désintermédier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la valeur, la captation en fait, de la valeur générée en fait, par le système de mobilité sera captée en fait, par des gens qui ne vont pas opérer en fait, le vrai service, mais qui vont juste intégrer les données. Donc ça, c'est vraiment les enjeux. Et pour nous, en fait, le grand mouvement d'automatisation en fait, des systèmes de transport, ça va être un accélérateur en fait, de cette tendance à la numérisation. Merci Véronique. Arnaud Julien, un petit mot sur Keolis, leader mondial. Ça veut dire que quelque part, vos offres de transport ont du succès et vous remportez des appels d'offres. Est-ce que cette transformation numérique se traduit aussi dans une offre renouvelée, dans une nouvelle façon finalement de présenter les produits ou les propositions aux acteurs des territoires? Comment vous pouvez nous éclairer sur le positionnement de Keolis par rapport à cette transformation numérique? Alors, la réponse est oui. Je parle mieux là, près de proche, vous m'entendez tous. Donc la réponse est oui. Il y a beaucoup de transformations. Je vais revenir un petit peu en arrière par rapport à ça, sur justement cette transformation numérique qu'on voit au final dans tous les secteurs. Ça touche des secteurs d'activité les uns après les autres. Le secteur de la mobilité est bien sûr pas le premier touché. On a vu le secteur des télécoms, le secteur des médias qui a été fortement frappé, des secteurs de la finance aussi, finance, assurance, qui ont été fortement frappés avec des risques de désintermédiation très forts. Et ce sujet de celui qui prend la valeur, c'est celui qui se place entre celui qui opère, qui produit le service, ou l'industriel derrière et effectivement le client final. C'est ce qui a été fait par les Booking.com sur le voyage, sur l'hôtel, etc. Et donc on voit cette transformation partout. Donc aucun secteur n'est épargné ou ne sera épargné par ça. Parce qu'en fait cette transformation numérique, c'est d'abord une transformation des usages, des modes de consommation. On disait il y a quelques années, le monde est devenu digital. Oui, en fait, le monde est devenu digital, mobile, il est digital. Et si on est à côté de ça, on est à côté du monde. Et donc, on n'existe plus. Et quand on regarde tous les secteurs qui ont vécu cette transformation numérique avant la mobilité, on est vraiment là-dedans. Ceux qui n'ont pas pris le virage sont morts aujourd'hui. Ils n'existent plus. Donc, le but pour des opérateurs comme nous, c'est effectivement
de suivre cette évolution. Et si je prends quelques exemples dans les modes de comportement. Alors ça va revenir aussi sur le sujet des applications. Enfin, comme tout acteur de mobilité, on a différentes applications dans tous les réseaux dans lesquels on opère. Ce qu'on voit en termes de comportement, c'est qu'il y a quelque temps, les gens disaient je veux aller de tel arrêt à tel arrêt suivant tel mode. Après, les gens se disaient je veux aller à telle adresse. Maintenant, ils veulent aller à des points d'intérêt. Et on voit dans les requêtes qui sont faites sur les différents systèmes qu'au final, les gens, ce qui les intéresse, c'est d'aller à un point d'intérêt. Et en multimodalité, c'est même plus une question, c'est une logique. Et donc, ce positionnement multimodal, il est majeur. On voit qu'en France, notamment, où il y a une vraie maturité sur la mobilité en ville, sur le transport public, les villes nous font confiance en disant on vous confie un environnement de transport complet qui peut aller effectivement du vélo partage en passant par les modes légers jusqu'au mode lourd, parce qu'au final, c'est plus efficace. Et on voit que dans beaucoup de pays qui sont moins matures sur cette partie-là, cette tendance commence à exister aussi en disant en fait, ce qu'on vous offre, ce qu'on vous demande de nous offrir, c'est une proposition globale de mobilité dans la ville. Donc ça, c'est un premier changement qu'on voit, c'est comment on design la mobilité dans la ville, comment on gère la mobilité et on n'opère plus simplement un mode à côté d'un autre, mais d'abord parce que la demande est différente et les gens veulent juste se déplacer, ils ne veulent plus prendre le métro ou prendre le tram ou prendre le bus, ils veulent aller à un endroit en sécurité le plus rapidement possible. Et du coup, les jointures entre les différents modes, si Keolis ou un acteur s'en occupe pour un territoire, elles sont diminuées, enfin elles sont en tout cas plus fluides et ça permet une meilleure intégration en fait de l'ensemble des modes. Oui, tout à fait. Elles doivent être de plus en plus fluides, donc on y travaille. On voit aussi qu'il y a de plus en plus de frontières qui vont tomber, parce que lorsqu'on parle de transport public, transport privé, c'est des frontières qui tombent de plus en plus, parce qu'effectivement, là aussi, je peux choisir de prendre soit un taxi pour m'amener, ou un VTC pour m'amener à une station, et puis derrière, aller sur une solution de covoiturage, et finalement, cette partie doit être le plus fluide possible. Transport public, transport privé, transport individuel, transport collectif, tout ça est en train de se merger, ou en tout cas, voilà. En tout cas, il y a une demande. Et c'est sûr que nous, lorsqu'on fait des partenariats avec des acteurs du covoiturage, j'en vois dans la salle, donc on est en partenariat avec plusieurs acteurs du covoiturage, et effectivement on essaye dans nos propositions d'itinéraire en disant vous avez demandé d'aller là, on vous propose ce trajet, on vous propose plusieurs trajets en fonction du temps que vous voulez mettre, en fonction de vos préférences aussi. Est-ce que vous préférez être assis dans une voiture ou dans un métro? Il y en a un qui est plus rapide, l'autre qui est plus lent, vous pouvez être aussi partagé. Est-ce que aussi sur le covoiturage, et on le fait avec certains acteurs aussi, où on présente le profil du covoituré, est-ce que ça vous intéresse de partager votre trajet avec cette personne-là? Et finalement, ce choix est intéressant, on voit qu'il est attendu, et le but c'est d'être totalement fluide entre cette interaction entre tous les modes. Merci. Thomas Baudel, un petit mot sur cette transformation numérique, comment pour les systèmes d'information ça impacte, comment finalement les plateformes, les autorités organisatrices doivent se saisir peut-être d'une dimension numérique nouvelle. Vous avez eu une expérience à Optimode Lyon en particulier, peut-être sur Lyon, que vous pourrez peut-être nous évoquer. Oui, merci. Donc effectivement, comme ça peut paraître étonnant qu'un acteur comme IBM, qui est un généraliste de l'informatique, se positionne sur le plan de la Smart Cities. Ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, on fournit vraiment ce qui est un peu dans les soutes d'une manière générale de tous les circuits de l'information, de l'optimisation, des systèmes de capteurs, beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment forcément visibles. En revanche, on s'aperçoit que pour bien faire notre métier, il faut qu'on ait des spécialistes et des gens qui soient capables de parler, comme je l'ai fait allusion tout à l'heure, avec des planificateurs urbains, avec des architectes, avec des opérateurs de transport, tout simplement parce que c'est finalement, si on ne comprend pas leur métier, même si on ne
fait pas leur métier, ça c'est très important de le comprendre, on ne se substitue pas. Si on n'arrive pas à comprendre vraiment leur métier, finalement on ne pourra pas fournir nos solutions, ça ne marchera pas. Et j'ai tout à l'heure alludé dans une de ces questions à cet aspect-là, c'est qu'effectivement le big data ne marchera pas si on ne comprend pas que en fait il y a déjà des méthodes qui existent avec leurs qualités et leurs défauts, et que ce qu'on apporte, disons qu'on n'a pas les questions en tant qu'informaticien. On n'a pas les questions que les gens se posent et on a juste des outils. Et ce que disait un grand cartographe qui s'appelait Jacques Bertin, qui est l'inventeur de la sémiologie graphique, qui a donné lieu à beaucoup de nouvelles solutions en matière d'analyse de données. Ce qui est important, c'est que ce n'est pas le scientifique, enfin le spécialiste de la donnée qui doit résoudre les problèmes, c'est le spécialiste de la donnée ou de l'infrastructure, de la structure de l'information. Il doit former les personnes, les spécialistes, les planificateurs urbains à l'utilisation de ces outils, mais s'assurer que ces outils permettent de répondre aux demandes, parce que ça ne marchera pas autrement. Donc il le disait dans les années 60, et je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. En matière d'infrastructure d'information. Donc c'est pour ça qu'en tant qu'IBM, je dirais que j'ai commencé par un projet extrêmement naïf il y a quelques années sur lequel Jean Coldefy m'avait attiré. J'ai découvert un projet absolument fascinant. IBM, à l'issue du projet, a décidé d'investir dans l'Institut Efficacity, qui est un IED dont la structure est assez proche de System X. Et tout ça, c'est pour un peu approfondir que le France Lab, qui sont des têtes un peu chercheuses, un peu savantes, se prennent dans les problématiques et les enjeux d'aujourd'hui des différents problèmes qui peuvent se présenter pour la Smart Cities et où est-ce qu'on peut intervenir bien. Alors il y a des aspects intéressants, c'est que je pense que quand on parle de mobilité, la plupart des gens ici pensent mobilité des personnes. Et mon petit dada, c'est dire, suivant les enquêtes transport marchandises, environ 35% des déplacements, ça concerne un bien, d'après les chiffres officiels. Et moi, je dirais même jusqu'à 50% des biens. Alors, on a très peu d'enquêtes là-dessus parce que tout simplement, on a une segment de la mobilité que j'appelle à vocation professionnelle, qui est tout simplement hors de toutes les enquêtes. C'est le fait que quand il y a un déplacement d'un bien, il y a un service au bout. Par exemple, un électricien qui vient avec sa camionnette, un traiteur qui apporte ses plateaux repas, ou un commercial qui vient voyager. Cette segment de la mobilité, finalement, on l'a dans aucune enquête, ou très très peu. Et je pense que c'est intéressant parce que c'est le type de mobilité d'abord qu'on ne sait pas analyser, enfin qu'on ne sait pas, pour lequel on n'a pas vraiment de données, mais qu'en plus on a, c'est la mobilité qui devient qui est incompressible. Voilà. Alors on peut espérer faire du report modal sur des placements trajet domicile-travail. Il y a plein de choses qu'on peut espérer faire, mais s'il doit rester de la mobilité individuelle, de véhicules individuels, c'est celle-là. Et il faut faire attention qu'avec les plans actuels de restriction de la voie publique, on n'affecte pas l'activité économique quand on atteint ça. Donc ça, c'est un petit motto, donc je le répète, même si ce n'est pas tout à fait le sujet de la table ronde. Sur Lyon, sur Lyon, c'était un petit peu on se plongeait. Enfin, je dirais que c'est par là que je suis rentré et finalement on est abouti à ces conclusions. Donc l'objectif, c'était d'optimiser, d'améliorer la mobilité. Au lieu mais Jean Coldefy va peut-être en parler beaucoup mieux que moi. Mais l'objectif, c'est de dire qu'aujourd'hui, on a des investissements dans des infrastructures, des ponts, des routes qui coûtent des millions et des milliards. Si on fait des investissements informatiques relativement faibles, qui se comptent en millions d'euros, on peut faire des changements et du report modal ou améliorer la mobilité pour des fractions, pour plusieurs pourcents. D'amélioration en gaz à effet de serre. Donc pour nous, pour la mobilité urbaine, pour la mobilité des marchandises, notre projection, c'était qu'on pouvait réduire le nombre de kilomètres véhicules parcourus de 6%. De 6% pour les camions. Donc après ça, il faut le ramener à un peu moins, mais que ça pouvait avoir des impacts de l'ordre de 1 ou 2% de trafic en moins et 2 à 4% de gaz à effet de serre en moins. Donc ça, c'est des chiffres qui
paraissent pas beaucoup, 1 ou 2% en informatique, quand on parle de doubler la performance, quand on a des marges importantes. Mais au niveau de la mobilité, c'est des chiffres énormes. Donc, c'est-à-dire qu'avec des investissements informatiques relativement faibles, on peut espérer avoir un impact très important sur la structure de la mobilité. Et c'est ce que voulait faire le projet Optimo de Lyon, et je pense qu'il y a une certaine visibilité dans ce domaine. Merci. Bien, ça tombe bien qu'on atterrisse sur un sujet territoire, parce que je voulais interroger Antoine Courmont, donc responsable d'une chaire qui justement travaille sur ces sujets d'articulation entre ville et numérique à Sciences Po, sur précisément quel rapprochement y a-t-il, ou peut-on faire entre transport et nouveaux services urbains numériques? Est-ce que ce sont des mondes étanches? Est-ce que ça se cause? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que les uns s'inspirent des autres, ou voilà, ou ce sont des acteurs qui se regardent frontalement? Merci pour la question, qui n'est pas facile, puisque tout est en cours et c'est encore assez incertain. Je voulais juste revenir aussi sur comment on en est arrivé là. Enfin, on avait quand même traditionnellement une politique qui était plutôt centrée sur les transports urbains, qui est, j'entends par là, plutôt une politique centrée sur des infrastructures et des régulations de réseaux. Donc, vous aviez un acteur qui exploitait ou qui était responsable d'un réseau de transport en commun ou d'un réseau de transport routier avec des hiérarchies, des domanialités différentes, etc. Tout ça était très cloisonné et continue à rester assez cloisonné. Et l'objectif est donc de réguler des flux de véhicules, que ce soit des véhicules de transport en commun ou des véhicules de transport routier, en assurant une certaine fluidité sur le réseau. Donc ça, c'était la situation qui continue à exister. Et on voit apparaître depuis une dizaine d'années maintenant une évolution vers une politique de la mobilité urbaine qui est plutôt centrée uniquement sur les réseaux, mais plutôt sur le déplacement des individus qui veulent aller d'un point A à un point B et qui peuvent emprunter différents modes de transport pour y aller selon leurs contraintes ou leurs avantages. Et donc on fait un peu fi des réseaux dans le sens où on n'est plus contraint sur un seul mode de réseau, mais qu'on peut jouer de ce qui a été évoqué tout à l'heure par la personne de Keolis, du transport en commun, puis le vélo, puis la voiture en libre service, puis sa voiture, selon les motifs de son déplacement, etc. Et donc cette évolution nécessite un peu de décloisonner ce qui existait auparavant dans le secteur des transports, mais ce que j'ai étudié, c'est que ça rajoute un petit peu une couche de régulation sans complètement briser les silos, puisque l'exploitant du réseau de transport en commun continue d'avoir ses propres données pour continuer à réguler son trafic. Et c'est plus une articulation entre les différents silos de données qu'on voit au travers de ces nouveaux services de mobilité qui apparaissent. Et donc ces nouveaux services de mobilité qui peuvent être mis en œuvre par des acteurs publics. Donc on a cité le cas d'Optimode à Lyon, où il y avait une volonté d'un acteur public d'organiser un peu la mobilité métropolitaine. Ça peut être mis en œuvre par des secteurs privés. Donc vous avez cité le nombre d'applications qui sont soit très locales, soit internationales, mais qui se déploient localement. Je pense notamment à Citymapper ou Transit qui sont beaucoup utilisés, et qui vise justement à articuler ces différents modes de transport et à proposer, selon des principes algorithmiques, une solution de mobilité à un individu en déplacement. La question qui va se poser maintenant, et qui est un peu, c'est pour ça que la question était difficile, c'est que qui va gouverner la mobilité? Est-ce que ça va être ces acteurs privés qui sont un peu maîtres sur leurs algorithmes? Est-ce que ce sera des acteurs publics qui vont proposer leurs propres solutions selon leurs principes de régulation? Est-ce qu'il va y avoir un mix entre les deux avec des acteurs publics qui vont pouvoir dicter ou en tout cas négocier avec ces acteurs privés pour que les principes de régulation soient inscrits dans le choix qui va ressortir des algorithmes d'itinéraire? Ça, aujourd'hui, c'est un peu ce qui est super intéressant à étudier, mais ce qui est compliqué à répondre puisque tout est en cours. Vous nous avez, quand on avait fait un petit échange, vous m'aviez évoqué ces sujets, en particulier avec Waze, de desserte dans des zones rurales ou dans des zones périurbaines non souhaitées par les riverains. Vous pouvez peut-être nous en dire un petit mot? C'est un cas sur lequel je travaille qui est assez fascinant, puisque Waze, donc le navigateur automobile que vous devez sans doute connaître, qui, quand vous l'utilisez sur une voie principale qui commence à être congestionnée, a tendance à vous envoyer vers des voies de desserte assez rapidement. Et en fait, Waze est quand même massivement utilisé en France, et ça produit un report qui a tendance à être massif du trafic des voies principales vers les voies secondaires.
Conséquence de cela, il y a des nuisances pour le voisinage quand ça passe sur des zones résidentielles et que vous avez un trafic qui passe de 5 000 à 200 000 véhicules par jour devant votre domicile. Ça provoque des problèmes de pollution atmosphérique, de pollution sonore, de sécurité pour public, etc. Quand vous envoyez du trafic devant des écoles, etc. Et donc pour le voisinage, mais ça aussi provoque des problèmes en termes de maintenance de l'infrastructure, puisque le revêtement de la voie n'est pas le même selon les voies principales ou les voies secondaires. Donc il y a des coûts induits en fait, ensuite de maintenance qui seront à la charge de la collectivité et non pas à la charge de ses services. Et donc ce qui pose également problème, c'est que ces nouveaux acteurs apparaissent dans les politiques urbaines de manière totalement novatrice par rapport aux acteurs privés traditionnels qui avaient des contrats de partenariat avec, pour faire simple, avec les pouvoirs publics. Maintenant, ils apparaissent parce qu'ils sont en capacité de récolter des traces de données d'usage des automobilistes et donc de fournir un service directement aux utilisateurs et de s'imposer par la masse aux pouvoirs publics, qui sont contraints de négocier a posteriori quand ils le peuvent. Et c'est assez compliqué de négocier avec ces plateformes qui sont globales, qui n'ont pas forcément d'équipe locale, qui n'ont pas forcément d'intérêt à intégrer des développements spécifiques pour intégrer des principes de régulation qui sont propres à chaque territoire ou à chaque ville. Et donc ça, c'est des négociations qui sont en cours. Mais alors, il faut une négociation avec Waze, par exemple, ou alors est-ce que l'infrastructure a quand même encore quelque chose à faire, à dire par rapport à ces algorithmes? Est-ce qu'on peut contraindre et de quelle manière? Et ben c'est ça qui est assez intéressant, c'est que donc vous pouvez négocier avec Waze, donc il y a des tentatives de discussion, notamment autour d'échanges de données et donc d'intégration des principes. Donc ça, vous agissez sur la couche numérique, la couche informationnelle, mais et c'est là que c'est intéressant, c'est que et je pense que ce n'est pas encore assez pris conscience de la part des pouvoirs publics qu'ils ont encore une grosse maîtrise de leur politique publique qui passe par leur infrastructure même, leur infrastructure physique. Et notamment donc pour le cas de Waze, vous pouvez réduire le trafic sur certaines voies, déclasser des voies, vous allez réduire la vitesse de circulation et donc du coup la voie sera moins prioritaire dans l'algorithme de Waze. Ou alors vous pouvez interdire, ce qu'on a vu quelques initiatives aux États-Unis là-dessus, où ils interdisent temporairement la circulation sur certaines voies. Donc ils mettent des panneaux à messages variables en indiquant ne faites pas confiance à votre application, vous n'avez pas le droit de tourner à droite et la voie est fermée de 15h à 19h pour éviter justement le passage sur des voies résidentielles. Donc là, c'est un conflit d'informations entre des informations données sur un smartphone et celles qui sont en message, panneau à message variable sur l'infra. Exactement. Qui va gagner? Une autre anecdote aussi, c'était pour des raisons de sécurité. Vous m'aviez évoqué ça sur Rio, je crois. Enfin, les algorithmes peuvent aussi finalement délaisser ou favoriser des territoires sans forcément connexion avec des envies d'agences de sécurité. Oui, l'autre question, c'est plus généralement une question d'équité territoriale en fait, sur les itinéraires et le calcul d'itinéraires. Est-ce qu'ils vont privilégier certains territoires au détriment d'autres? Par exemple, on peut penser pour des raisons commerciales, si vous êtes un Waze, que vous monétisez votre service par la publicité, vous allez peut-être envoyer plus de trafic devant le Décathlon qui vous fournit, qui vous achète de la publicité. Ça, c'est un premier cas. Un second cas, c'est effectivement délaisser certains territoires parce qu'ils peuvent présenter des risques en termes de sécurité publique ou d'autres cas. Il y avait un exemple à Rio où l'algorithme était relativement neutre et donc l'algorithme de Waze envoyait du trafic dans certaines zones de favelas. Et il y a eu, c'est un cas anecdotique, mais il y a eu une agression en fait, d'un automobiliste qui avait été envoyé par Waze. Et donc Waze a revu ses itinéraires pour ne plus envoyer du trafic sur ces favelas. Donc il y a des enjeux de sécurité publique qui sont inscrits dans l'algorithme, mais en conséquence de ça, il y a aussi une inégalité territoriale, des territoires qui peuvent se retrouver marginalisés. Ça amène peut-être des rebonds dans la table ronde? Moi, j'ai peut-être juste une remarque et je trouve que c'est une bonne illustration pour dire qu'aujourd'hui, personne n'a la science infuse et on va travailler de façon itérative. On essaie, on met en place des mesures correctives, etc., etc. Donc en fait, j'essaie, j'avance mon pion, je recule d'un demi-centimètre et je réavance mon pion. Donc ça, c'est à mon avis très intéressant de se dire on n'attend pas d'avoir les réponses à tous les cas de figure, on avance. Et puis peut-être juste une petite remarque, c'est-à-dire que souvent on entend encore dire il y a transport public d'un côté
et services de mobilité urbaine de l'autre. Et je crois que là, les frontières, elles sont complètement floutées. C'est-à-dire que même dans la présentation, en fait, la RATP ne se présente plus comme un opérateur de transport public, mais comme un opérateur de mobilité urbaine. Et cette transition un peu sémantique, elle traduit le fait que les ex-opérateurs de transport public aujourd'hui se positionnent sur l'ensemble de la chaîne de mobilité, puisqu'on l'a vu finalement, c'est ce qui a été dit par Arnaud Julien, c'était le fait de dire je veux un déplacement de porte à porte et je veux que ce soit le plus transparent et le plus fluide possible. Et c'est celui qui réussira en fait à apporter la réponse la plus acceptable, parce que c'est vrai que la multimodalité, elle a quand même ses limites. C'est-à-dire que je ne veux pas faire... Avant, chez les opérateurs de transport, on disait rupture de charge. Et ça, ce terme-là m'a toujours fait bondir. C'est de correspondance. Je pense que c'est beaucoup plus doux, en fait, dans l'expression et dans la réalité de ce que ça doit être. On ne veut pas accepter 4-5 correspondances parce que ça devient plus gérable physiquement et pratiquement. Donc, c'est plus acceptable. Donc, il y a cette prise en compte aussi de ce côté acceptabilité de la personne qui doit intervenir également dans toutes les réflexions sur les applis multimodales, multitout. Je voulais réagir aussi là par rapport à ce qui avait été dit d'abord sur Waze et ce que vous disiez sur les publicités. C'est vrai aussi sur bon nombre d'applications qui souvent vont chercher d'abord de l'audience, donc avec ce combat mondial qui existe entre Google Transit, Citymapper, Moovit et consorts, où aujourd'hui, comme comme GAFA au début de leur puissance, ils vont chercher de l'audience. Donc tout le monde accepte, ils ont des valorisations énormes, ils perdent des millions d'euros pour certains par semaine pendant des années, et puis après ils basculent. Et on voit déjà certains de ces acteurs qui basculent et qui font une proposition de multimodalité de transport public, mais rapidement. Alors c'est pas simplement pour une pub pour Decathlon pour faire le tour par Decathlon, c'est plutôt de dire vous voulez pas prendre un Uber, ça coûte pas si cher et puis ça met 3 fois moins de temps. Donc on est aussi sur la pertinence de la proposition multimodale qui sera faite, qui sera davantage au-delà du trajet, qui sera aussi de dire moi je peux vous proposer celui un peu... Enfin, celui qui me paye le plus cher. On voit aussi des propositions de système inversé en disant dans les résultats algorithmiques, je peux prioriser non pas en fonction du temps ou du coût, mais en fonction de ce qui va me générer, moi, acteur d'application, ce qui va me générer le plus d'argent. Et on voit que ce bras de fer est forcément engagé. Et donc la question qui est centrale, c'est pour redesigner la mobilité dans la ville, il faut qu'il y ait une prise en compte par les décideurs de la ville pour le bénéfice du citoyen, parce qu'effectivement tout ce qui est autour de ça, c'est comment restituer l'espace public aux citoyens. On voit, j'aime bien l'image si on regarde dans Paris par exemple, on a souvent un petit trottoir parce qu'on ne respecte pas exactement notamment les normes d'accessibilité partout, donc on a un petit trottoir, on a une voie avec les voitures garées, on a une ou deux voies dédiées aux voitures, on a une voie pour les voitures garées et un petit trottoir. Par rapport à l'occupation du sol, puisque les voitures garées, il n'y a personne dedans. Les voitures, souvent individuelles, il n'y a qu'une personne dedans. Et puis les petits trottoirs, il y a des gens qui sont dessus. Et puis en plus, les gens avec des trottinettes, etc., qui se développent de plus en plus, qui se déplacent de plus en plus, ils ne savent pas où aller. Et donc il y a une dangerosité par rapport à ça. Donc le sujet de restitution de l'espace public, qui peut être aussi une réponse au déplacement de marchandises. Parce que si on restitue de l'espace public, on peut peut-être faire renaître plus de commerçants, de commerce local, etc., générer moins de déplacements. On gagnerait peut-être plus que le pourcentage en disant finalement on garde les mêmes tracés mais on optimise. On peut aussi ne pas garder les mêmes tracés et puis repenser la ville autrement. Donc pour éviter que ce soit la jungle, pour éviter ce qui était cité ce matin, la voiture autonome qui fait le tour du pâté de maison en attendant, donc elle peut faire le tour du pâté de maison ou elle peut m'accompagner au travail et comme j'ai mon parking chez moi, elle rentre chez moi et puis elle vient me rechercher le soir, donc là ça fait juste le double de trafic. Elle peut aussi, on voit des acteurs qui commencent à se poser des questions sur des business models en disant finalement le coût d'usage de la voiture électrique, c'est pas très cher. Le coût d'affichage, c'est quand même assez cher. Je crois que je vais faire des affiches sur une voiture et puis je vais en mettre 100 dans Paris ou 1000 dans Paris pour faire ma campagne de pub. Elles vont tourner tout le temps et donc ça, je vais bien arroser en termes de pub. Et donc finalement, ça peut être un vrai cauchemar ce sujet-là. Si on laisse tous ces acteurs privés
en forte compétition, parce qu'on parlait du public privé, où la différence, enfin les murs tombent de plus en plus, ces nouveaux acteurs, je parlais tout à l'heure du covoiturage, mais si on regarde des acteurs du covoiturage, des acteurs de VTC, des taxis, si on regarde également enfin, l'autopartage, les transports publics, au final, si on parle de voitures autonomes ou de navettes autonomes ou de robotaxis, tous ces mêmes acteurs vont faire le même métier à la fin. Donc là aussi, il y a une question de comment on organise. Alors je ne sais pas si ça doit passer par une régulation, mais en tout cas, ça doit passer par une organisation pour le bénéfice au final du citoyen. Alors ça fait très bien la transition avec le sujet de l'autonomie, parce que je pense que tout le monde dans la salle attend un petit peu ce sujet-là, le sujet de la voiture autonome. Alors voiture ou transport autonome au sens plus large, puisqu'on voit que, comme on le disait, il y a à la fois du véhicule particulier, mais il y a de la navette, et puis il y aura peut-être aussi du train. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps qu'un RER A allait rouler en automatique. Alors, c'est pas de l'autonomie, mais en 2018. Peut-être Véronique nous en reparlera un peu. Mais au-delà de ça, je pense que Véronique pourrait nous dire aussi pourquoi la RATP s'intéresse à la voiture autonome. Pourquoi ce sujet-là, qui a priori n'est pas un sujet n'est pas un métro, n'est pas un sujet de transport collectif majeur, est intéressant pour la RATP? Alors, j'ai un peu effleuré la réponse tout à l'heure, c'est-à-dire que la RATP, elle se positionne sur l'ensemble de la chaîne de mobilité. Donc, on se positionne, on est connu historiquement sur l'exploitation d'un réseau de métro, de bus, de tram, de RER, et moins connu en fait pour l'intégration de solutions type autopartage, type partenariat sur du covoiturage, etc., etc. Donc la RATP, elle se positionne réellement sur l'ensemble de la chaîne. Pas forcément en tant qu'opérateur, mais essentiellement en tant qu'intégrateur de ces services. Parce que il y a un message important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, pour nous, le futur que l'on voudrait souhaitable, que l'on aimerait voir se dessiner, c'est que finalement, tous ces services complémentaires de mobilité et le véhicule autonome, ça va être un formidable vecteur d'accélération de nouveaux services, de création de nouveaux services, etc. Pour nous, la vision que l'on porte, parce que je suis assez sensible avec le fait que ça peut très vite être le bazar, c'est que le véhicule autonome, quel qu'il soit, devra être le plus possible, parce que nous, on n'est pas dans des univers où tout est noir, où tout est blanc, le plus possible partagé, intégré et complémentaire en fait, du réseau de transport public. On a parlé de l'urbanisation, du nombre de... Je pense que ça, c'est une vraie tendance de fond, de l'augmentation exponentielle des déplacements. Le mass transit, aujourd'hui, dans notre vision du futur, peut-être pas le futur du futur, mais au moins notre futur proche, ce sera l'importance encore des infrastructures de transport de masse pour répondre à ces besoins et l'articulation à ces infrastructures de transport de masse d'une multitude de services. Alors je réponds à la question parce que le voiture autonome aujourd'hui, on essaye d'imaginer les services que ça va nous permettre d'offrir. Et pour imaginer les services, en fait, on ne prend pas le véhicule autonome comme un objet technologique. On laisse aux scientifiques, aux constructeurs automobiles, le soin de travailler en fait, sur l'objet technologique. Nous, on essaye de réfléchir sur notre vision des usages du véhicule autonome. Et parmi les usages, on le voit très bien, il y a la question en fait, des premiers et derniers kilomètres. Je ne sais pas comment vous êtes venu, enfin quoi que ça s'est beaucoup amélioré pour venir jusqu'à Systemix, mais quand je descends en fait, du RER, bah, c'est un peu compliqué d'aller trouver le bus, de prendre le bus, de faire ça. Donc il y a la question du rabattement et de la diffusion à partir des gares. Et dans des conditions économiques acceptables. C'est là le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut mettre en place des services, mais est-ce que le service il sera acceptable en fait, pour la collectivité? Est-ce qu'il pourra être finançable par l'ensemble des acteurs publics? Donc ça, c'est le premier point, rabattement, diffusion. Il y a d'autres questions aussi qui est, dans les usages, la question de desserte interstitielle, un peu, de zones d'activité ou de délimiter à des quartiers. Aujourd'hui, au fond, les expérimentations de véhicules autonomes, ils sont tous dans ce scénario d'usage. Je desserre un quartier comme Confluence. La RATP va expérimenter la desserte d'une zone d'activité sur le site du CEA de Saclay. Finalement, c'est ce qu'on arrive le plus facilement à appréhender pour se créer un environnement assez sécure pour le véhicule autonome. Et demain, il va y avoir, quand
la maturité en fait, technologique des véhicules sera suffisante. La question en fait, des dessertes périurbaines, parce qu'aujourd'hui, il y a les grands oubliés du transport public qui sont les zones périurbaines. Pourquoi? Parce que les flux sont très diffus, il n'y a pas de densité, il y a peu de financement, et donc on imagine que ça va nous permettre d'offrir des services complémentaires. Et puis, il y a un autre sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le véhicule autonome, on le conçoit aussi comme une opportunité de renforcement de la capacité des lignes qui existent déjà. Il y a toujours des creux en fait en heures creuses par exemple ou la nuit, et là ça serait la possibilité avec des véhicules autonomes de renforcer en fait des lignes existantes en termes d'amplitude et de fréquence de service, et de jouer aussi la carte de l'adaptation en fait de l'offre et de la demande. Là on pense tout de suite au platooning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au fond quand on dimensionne que ce soit une infrastructure ligne de bus, on la dimensionne par rapport aux besoins de l'heure de pointe. Donc on va être amené, s'il y a de très forts besoins en heure de pointe, de dire je mets un double bus, un bus articulé, on appelle ça, avec une très grande capacité, et on n'a pas possibilité de les couper en deux à l'heure creuse, et donc du coup on a tous vu circuler des grands bus vides en heure creuse. Et on se dit qu'avec les véhicules autonomes, on aurait la possibilité, avec le platooning, de mettre un nombre de véhicules importants en heure de pointe, et ces véhicules-là, on dissocie ou on scinde les flottes, le platooning, et on va les mettre pour desservir en fait d'autres zones d'activité. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est ce qu'on imagine aujourd'hui. Et quand en y réfléchissant, je me suis dit, mais au fond, on imagine ces services avec le véhicule autonome. Mais peut-être que la voiture autonome, quand elle sera complètement autonome, les robotaxis, etc., au fond, ce ne sera pas du tout ça, en fait, les services qui vont se dessiner. Et j'ai entendu dans une conférence, en fait, une analogie avec le smartphone. Aujourd'hui, le smartphone, la fonction initiale du téléphone portable qui était de téléphoner, je ne suis pas allée chercher, mais je dis, allez, c'est 7-8% en fait, de l'utilisation d'un smartphone. Et peut-être que la fonction principale de la voiture, ça va être, qui est d'emmener quelqu'un de point A à un point B, sera réduite à peut-être 10 ou 15%, et que la voiture va devenir un bureau mobile, va devenir des tas d'autres choses qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Et c'est justement pour ça en fait, que la RATP s'intéresse en fait, aux véhicules autonomes dans tout son potentiel en fait, de transformation des systèmes de mobilité sur les territoires, en se projetant en fait, à différents horizons. Voilà. Et c'est une approche groupe RATP, puisque la RATP Développement, en fait, qui est notre holding de développement, pense à 1000 terrains d'expérimentation en Asie, puisqu'on est présent en Asie, aux États-Unis et partout dans le monde. Donc c'est pour nous, en fait, le virage du système de transport public autonome, il ne fallait pas qu'on le laisse de côté, d'autant plus que, et j'en terminerai là, que la RATP, historiquement, est quand même le leader, en fait, du métro automatique. Et que on s'appuie en fait sur des compétences ou des cœurs de métier qui vont nous permettre peut-être d'avoir un pas un petit peu moins grand à franchir pour passer en fait de ces compétences en fait en métro automatique vers des systèmes urbains autonomes, puisque on travaille aussi sur le tramway. Pourquoi ne pas penser au tramway, l'automatisation des tramways, qui est un transport ferré, et puis bien évidemment les bus. Je ne sais pas si dans la presse vous avez vu, il y a énormément d'annonces en fait sur des bus autonomes. Donc on voit bien que le champ est tellement large. C'est les voitures, les navettes telles qu'on les connaît à travers de nos leaders français. Ce sont les bus. Demain, ce seront les tramways. Et c'est tout en fait le champ des systèmes de transport qui vont être impactés. Arnaud, vous avez pour Keolis des expérimentations en cours et déjà des réalisations. Et puis il y en a une qui a été annoncée récemment aussi sur la défense. Vous pouvez en dire un mot ? Oui, donc nous on a fait le choix. Donc on fait peu de démonstrations, d'expérimentation. On essaye plutôt de s'inscrire dans les plans de transport de la ville. Et donc le choix qu'on a fait à Lyon, c'était effectivement de délivrer un vrai service. Alors au titre de la loi, aujourd'hui c'est une expérimentation, mais une expérimentation qu'on a eue pour 18 mois, qui est renouvelable pour 2 ans et tous les 2 ans renouvelable. Donc pour nous c'est plus un service qui est lancé dans le cadre d'un plan de transport, c'est-à-dire qu'à Lyon, sur la presqu'île de la Confluence, on est justement en rabattement, en correspondance avec une station de tramway, et on dessert le dernier kilomètre, donc on dessert 1,4 km, finalement toute la zone sud de la Confluence, sur les bords de Saône, pour
tout l'écoquartier et notamment l'ensemble des entreprises du pôle d'activité qui sont implantées et qui s'implantent de plus en plus, que c'est une zone en plein développement économique. Et donc, on a fait ça, on a lancé aussi un service à Las Vegas, on était en présence CES là, en début d'année, et donc effectivement, on a gagné un appel d'offres pour opérer 3 navettes sur la dalle de la Défense. Et ce qui va être nouveau sur la dalle de la Défense, c'est qu'effectivement, on va démarrer avec des conducteurs, et puis à un moment donné, il n'y aura plus de conducteurs à l'intérieur. Alors pourquoi il y a des conducteurs dans un véhicule autonome? Aujourd'hui, il y a des conducteurs parce que le véhicule autonome est interdit en fait, et donc on a des dérogations et des autorisations spéciales pour pouvoir circuler. Donc on a des conducteurs qui ne conduisent pas aujourd'hui, qui doivent, pour la blague, avoir même le permis D de transport en commun alors qu'ils n'ont pas d'action sur le véhicule, et donc la réglementation va évoluer dans ce sens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a sur le véhicule autonome, je dirais, 3 enjeux qui avaient été regardés. Le premier enjeu, c'est un enjeu technologique. Le deuxième, c'est un enjeu légal. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Parce que c'est aussi normal qu'on n'autorise pas tout, parce qu'il y a des risques de sécurité forts au démarrage, et donc il faut avancer. Et là, le gouvernement français a plutôt une belle démarche. On avance en testant. On voit que tout n'est pas fait de la même manière sur l'ensemble des pays. Et il y a également une grosse concurrence internationale, avec des pays qui autorisent davantage et puis des pays qui restreignent énormément. Et donc ça, c'est en train d'évoluer aussi pour des raisons de lobbying international, de concurrence en fonction des pays qui abritent plus ou moins d'acteurs du véhicule autonome. Enfin, si on prend les États-Unis, les États qui avaient autorisé le véhicule autonome, c'est les États où il y avait des constructeurs automobiles. Donc il n'y a pas de hasard, hein. C'est la plus belle démonstration, et on peut le voir un peu plus globalement dans le monde. Et puis là, effectivement, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir tester aussi le troisième pilier qui est l'acceptabilité. L'acceptabilité par les utilisateurs. Alors, pour donner ce retour d'expérience à Lyon, parce qu'on opère depuis septembre de l'année dernière, en fait, avec un conducteur qui ne conduit pas, on n'a aucun problème d'acceptabilité. Donc après, il faudra voir son conducteur, qu'est-ce qui se passe, pour l'environnement aussi, qu'est-ce qui se passe, parce qu'on est dans un espace plus confiné qu'un métro automatique, par exemple, parce qu'un métro automatique, il n'y a pas de conducteur, mais finalement l'espace est davantage partagé. Je me retrouve rarement seul avec quelqu'un. Dans une petite navette autonome, les choses sont un peu différentes. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on va devoir apprendre aussi, mais par rapport à l'aspect, c'est le véhicule qui conduit tout seul, on a vu qu'il y avait finalement très peu de réticence. Et au final, les utilisateurs se positionnent même après l'aspect magique, oh, c'est magique, ça marche, etc., deviennent exigeants et se disent pourquoi je n'ai pas exactement le même comportement que dans un bus. Donc ils se projettent déjà sur un usage vraiment autonome, et ça, je suis assez convaincu que ce frein va tomber assez rapidement. Après, se posera la question sur le véhicule autonome, comme on le verra sur les robotaxis. Si j'ai un robotaxi partagé sans conducteur qui peut faire une régulation et qui prend 2 personnes qui ne se connaissent pas sur un trajet, comment ça se passe? Je pense que ça, c'est un enjeu important. La partie légale, comme je le disais, ça évolue rapidement. Et puis la partie technologique restera le vrai sujet de la cybersécurité, à mon sens. Et on voit qu'il y a une vraie attention portée sur ce sujet-là. Par le ministère. Si je vais prendre une petite anecdote, quand on posait des dossiers au ministère, on n'avait personne de la cybersécurité. La dernière fois que j'y suis allé pour faire un retour d'expérience aussi, parce qu'on est partenaire sur comment on a ce positionnement pionnier sur des expérimentations de long terme. La dernière fois, il y avait 3 responsables de la cybersécurité en face de moi sur 5 personnes du gouvernement pour une autorisation. Donc on voit et de corps de métiers différents. Il y a quelqu'un de la police, de la gendarmerie et puis de la cellule du ministère de l'Intérieur sur la cybersécurité. Mais ce qui montre à quel point cet attachement est important, et ça sera aussi un défi à relever.
Pour les autres intervenants, peut-être des sujets qui font rebondir sur le sujet de l'autonomie, peut-être? Oui, alors effectivement, je pense que déjà, si je prends toujours l'angle logistique urbaine, il y a un point qui est assez intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est que s'il y a un segment de la mobilité qui est le moins exposé pour devenir entièrement autonome, c'est bien celui du transport de marchandises ou bien du transport avec un service à l'arrivée, parce que là, on est vraiment obligé de mettre quelqu'un derrière. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des expériences, ça veut pas dire... Quelqu'un qui est là pour décharger. Oui, voilà, quelqu'un qui est là pour décharger, et puis généralement aussi pour faire un geste commercial au bout. C'est pas non plus que pour ça. Et c'est quelque chose qu'on constate énormément d'ailleurs avec nos systèmes d'optimisation, c'est qu'on arrive à trouver des trajectoires optimales ou je dirais à faire gagner en pourcentage sur le papier des gains significatifs pour le transporteur et pour la ville a priori. Et puis on s'aperçoit qu'en fait il peut y avoir des résistances à l'adoption ou des choses, disons, qu'on n'avait pas anticipées. Tout simplement parce qu'il se passe autre chose que simplement le fait d'aller d'un point A à un point B dès aujourd'hui dans la logistique. C'est pas que ça. Le point aussi sur lequel je voudrais rebondir, qui me paraît assez important de réfléchir, c'est l'impact sur la forme urbaine. Alors, je ne peux pas parler sur les trajectoires de gens, mais sur l'impact sur la forme urbaine. Disons que la ville, c'est un environnement nécessairement dense. Et puis, il y a des flux de personnes et puis des flux absolument nécessaires qui sont, en gros, l'entrée du consommable, enfin le système digestif de la ville. Ça, on va pas s'en passer. Puis la sortie. Et je dirais qu'il structure la forme urbaine d'une certaine manière. Alors, par exemple, on voit des vrais changements dans la logistique urbaine avec le phénomène comme Amazon, où, comme vous le dites, effectivement, on peut libérer de la voie pour faire plus de commerce. Mais je vous dis, non, c'est pas du tout ce qui se passe. Au contraire, les commerces, ils ferment. Et ça préoccupe beaucoup de gens, c'est que effectivement toutes ces nouvelles technologies où on arrive à plus facilement faire correspondre une offre à une demande, d'un côté il y a un vrai gain. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, mais comment ils arrivent, vu le coût de la livraison d'un colis, à être compétitifs? En fait, c'est qu'en fait, je dirais que ce qu'ils dépensent en temps et en énergie pour envoyer un colis d'un autre endroit, ils ne le dépensent pas en espace. Le mètre de linéaire, et donc il y a un véritable gain de productivité, il ne faut pas se leurrer, mais l'impact sur la forme urbaine est très profond, et tout simplement on aura moins de commerce, peut-être plus de lieux de convivialité, donc ça peut être très bien, mais il faut le maîtriser, et je dirais que la mobilité a un impact là-dessus, donc c'est important d'en parler. Dans des échanges qu'on avait eus également, Antoine Courmont, il y avait le sujet que cette voiture autonome, si elle était opérée par des acteurs privés, pouvait ou pas, ou si elle était plutôt opérée par des acteurs publics, privilégier certaines zones délaissées ou pas. Est-ce que les voitures autonomes feront peut-être le dernier kilomètre des gens qui ont des problématiques d'accessibilité? Et ça peut être aussi un objectif pour ces véhicules autonomes. Est-ce que vous voyez des acteurs se positionner un peu de façon différenciante par rapport à ce sujet-là de l'accessibilité des territoires? Je n'ai pas travaillé spécifiquement sur la question des voitures autonomes. Donc, ce que je peux dire, c'est juste des hypothèses du point de vue de la science politique en termes de gouvernance urbaine. Effectivement, on voit qu'il y a plusieurs types d'acteurs en fait, qui s'intéressent à ce sujet. Et selon les acteurs qui développeront ces technologies au sein des villes, ça peut prendre des formes différentes. Est-ce que ça va venir compléter une offre déjà existante sur des zones délaissées? Est-ce que ça va rajouter une offre et donc rajouter plus de véhicules? Est-ce que ça va être pour de la mobilité ou pour de la publicité, comme vous l'avez évoqué? Effectivement, ça peut prendre plein de formes différentes. Et pour l'instant, on a du mal à le savoir, puisqu'on a des expérimentations ici et là, mais ce n'est pas déployé plus massivement. Donc c'est difficile à dire autre chose que des hypothèses. Après, il y a une autre question, par contre, qui est aussi centrale sur ces questions de voitures autonomes, c'est la question des données qui sont nécessaires à leur circulation. Et donc, qui fournira ces données, qui les captera, qu'est-ce que ces données captées aussi par ces véhicules, est-ce qu'elles seront redistribuées, à quel acteur, etc. Et donc, tout cet échange de données sera aussi très important.
Et le dernier point, et donc là ça rebondira avec ce que vient de dire la personne d'IBM, sur les villes, je pense qu'il y a aussi une distinction entre les grandes villes, les grandes métropoles, où qu'on évoque beaucoup. Quand on parle de villes intelligentes, on évoque toujours les mêmes exemples qui sont plutôt des grosses villes. Et on oublie assez rapidement les villes moyennes, et notamment toutes les villes qui sont dans des territoires plus ruraux, où en fait on est à des années-lumière. On est à des années-lumière de tout ce qu'on évoque, où il y a effectivement un dépérissement des centres-villes pour des raisons autres que le numérique. Et la question se pose si demain, est-ce que ces questions numériques seront que dans les grandes villes ou alors sur les villes moyennes, et qui va accompagner ces villes, parce que ça nécessite aussi des compétences. On n'en a pas parlé, mais au sein des organisations en place, des compétences pour traiter ces sujets. Et c'est des compétences aujourd'hui qui sont rares, qui coûtent assez cher. Il y en a déjà assez peu au sein des pouvoirs locaux. Et encore moins dans les zones rurales ou périurbaines, etc. Et j'avais un dernier point, mais je l'ai oublié, donc ça me reviendra peut-être. Non, ça aurait fait la très bonne transition sur le sujet des data, puisque l'information, c'est quelque chose de très important. Je crois qu'on est arrivé au bout. Et donc, si on ouvre le sujet data et open data et modèles d'affaires qui y sont induits, je pense qu'on en a pour une autre table ronde. Je pense qu'on va être obligé d'arrêter, Véronique. J'avais pensé terminer la table ronde en essayant de poser une question de chercheur à l'envers, c'est-à-dire transformation numérique des systèmes de mobilité. C'était comme un impondérable, c'est quelque chose qui s'impose. Je me suis dit, mais on peut peut-être questionner la question. Est-ce que tout est finalement impacté sur la mobilité, ou sur les systèmes urbains? Est-ce que tout est impacté par le numérique? Ou est-ce qu'il n'y a pas des invariants, des sujets qui restent, qui sont toujours là? Et puis, en discutant un petit peu avant la table ronde avec chacun d'entre vous, finalement, je me suis rendu compte que tous les sujets auxquels j'avais pensé, l'énergie, si, l'énergie, effectivement, était toujours là et à consommer, mais avec les smart grids, on va avoir quand même des choses différentes, on va les faire de façon différente. Les flux entrants, les flux sortants, ça reste la demande, mais cette demande va-t-elle changer quand on parle de nouvelles façons d'envisager les moyens de transport? On pense bien qu'il y aura peut-être, avec le télétravail ou avec la façon d'envisager son déplacement, des choses aussi qui vont changer sur l'heure de pointe. Enfin, les déchets, on peut prendre tous les sujets, j'en ai pas trouvé, donc je ne vais pas ouvrir le débat. Enfin, vas-y Véronique, je crois que tu veux dire quelque chose. Parce que j'ai réfléchi. Ah, tu m'as posé la question, alors, donc du coup j'ai réfléchi. Moi je suis assez scolaire, on me pose une question, je réfléchis. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui au-delà de la boutade, on ne se télétransporte pas encore, donc il faut bien que physiquement on se déplace. Je me suis dit qu'au fond, nous en tant qu'opérateurs de transport, c'est la relation de service, et il y a le facteur humain qui est hyper important, c'est-à-dire que le rôle en fait de l'agent dans un réseau, dans un système de mobilité. Nous, on appelle ça un agent d'information. Enfin, le rôle du salarié ou de la personne au contact du public, lui, ne modélisera pas complètement. Donc ça, c'est la première chose, et je pense que ça, il va falloir qu'on tire parti. Parce qu'après, est-ce qu'on veut un système de transport complètement déshumanisé, c'est-à-dire sans plus personne, ou est-ce qu'on redonne une place différente à l'humain? Avec des scieries un peu partout. Et puis, je me dis qu'au fond, tout ne répond pas à l'optimisation algorithmique. Votre comportement, le comportement de chacun ne répond pas complètement à une logique d'optimisation algorithmique. Et ça, c'est au fond un peu rassurant de laisser la place un peu au facteur humain dans ce côté un peu disruptif. Voilà, j'avais réfléchi, je ne sais pas si c'est juste ou pas, mais en tout cas... Ça rejoint en fait ce que je voulais évoquer, ça est revenu du coup en disant sur la question de l'autonomie, c'est qu'en fait il y a quand même les métiers en place actuels et il y a une organisation sociale. On ne va pas demain tous les chauffeurs qui existent il va y avoir des luttes potentielles par rapport à l'autonomie, la question sur l'emploi de ces voitures autonomes et plus généralement des robots. Et effectivement, on peut aussi se poser la question, donc le rôle social et le rôle économique sur l'emploi et l'activité qui est importante des exploitants. Et plus généralement, est-ce que c'est vraiment désirable? Est-ce que ça rejoint ce que vous dites? Est-ce qu'on veut vraiment aller vers les véhicules autonomes ou pas? Aujourd'hui, on en a parlé comme si c'était un futur désirable et qu'il fallait y aller, mais peut-être qu'à un moment, on peut dire non. Dernier point. Tout le monde a réfléchi. Je voudrais rebondir là-dessus parce que, alors, on voit Paris où par exemple, la part du transport public est très importante. Que Lyon, c'est aussi plus de 50%, mais au final, la part du transport public, elle est très très faible. Donc, on l'a vu, nous, avec le métro automatique. Le métro automatique,
en fait, on augmente les cadences et donc on crée énormément d'emplois, même s'il n'y a plus de conducteurs. Donc moi, je crois au contraire, finalement, avec l'arrivée de l'autopartage, etc., on va créer des emplois. Donc la question, elle est plutôt sur comment on accompagne les salariés pour pouvoir basculer sur d'autres emplois. Le besoin de réhumanisation, je suis complètement en phase, je ne suis pas complètement en phase sur l'algorithmique, mais sur la partie besoin de réhumanisation, il est très très fort aussi. Donc moi, je pense que c'est plus comment on accompagne dans l'emploi sur des nouveaux emplois que de la suppression d'emplois, parce que finalement, le champ, il est énorme. Et le dernier point sur est-ce qu'on voudra ou pas des véhicules autonomes, à mon avis, on n'aura pas le choix, parce que lorsque des acteurs mondiaux comme Uber vont enlever de leur 3 millions de chauffeurs, je crois, 3 millions de chauffeurs, et Didi 12 millions de chauffeurs, parce que quand on parle de l'Asie, c'est intéressant aussi tout à l'heure, on parle beaucoup de Uber, mais Didi est quand même un peu plus gros que Uber, et quand ils vont tous enlever leurs chauffeurs, parce qu'aujourd'hui ils sont valorisés, Uber est valorisé 65 milliards, parce qu'à un moment ils seront autonomes, parce qu'aujourd'hui ils perdent beaucoup d'argent, et donc là, et on aura aussi une pression sociale forte, parce que finalement, avec le véhicule autonome, il y a une baisse significativement des coûts et donc des prix associés. Et au moment où, à travers le monde, on le voit en France, mais c'est exactement pareil dans tous les pays du monde, il y a beaucoup moins d'argent pour financer le transport public, qui est plus ou moins financé dans les différentes villes, mais si je reprends l'exemple de Paris, qui est ultra financé, à un moment donné, si je peux faire baisser ce coût de l'humain pour augmenter éventuellement l'usage du transport public, donc avoir plus de recettes par rapport à ça, je risque d'avoir une pression assez forte pour y aller. Merci à tous pour cet échange. On n'a pas beaucoup de temps pour des questions, mais il y a Jean-Bernard qui veut nous faire une petite question. Oui, pardon, je ne veux pas être long, mais quelques brèves remarques juridico-institutionnelles pour que cette dimension soit un peu plus présente, même s'il n'est pas question d'en faire le centre du débat, naturellement. Première chose, Monsieur Baudel a dit l'importance du transport logistique. Je voudrais sur ce point juste mentionner une étude collective très intéressante dirigée par Laetitia Dablan et Antoine Frémont, la métropole logistique, et qui montre bien des évolutions qui vont vers le droit et les institutions, en ceci que il montre que ce qui devient essentiel, ce sont des sortes de plateformes d'échange logistique pour lesquelles il faut trouver des habillages juridiques et pour lesquelles l'action publique doit être mobilisée. Très, très intéressant. Un mot sur ce que M. Julien disait à propos du souhait que peuvent avoir les collectivités, à certains moments, de confier un ensemble de services de mobilité plutôt que de segmenter naturellement. On comprend bien cette évolution qui est tout à fait centrale et qui dans le mouvement ville intelligente et qui ne concerne naturellement pas que la mobilité. C'est très préoccupant pour les juristes, pour des raisons que vous connaissez très bien, qui tiennent au fait que les contrats publics par lesquels on confie des services de ce type, l'évolution contemporaine va au contraire dans le sens d'un morcellement de plus en plus grand pour des soucis de concurrence, allotissement si on veut employer un terme technique. Et donc on va être en manque très vite, si ce n'est pas déjà le cas, de formules ensemblières. Et cette remarque est loin de ne valoir que pour la mobilité. C'est vraiment une des questions clés de l'évolution juridique des smart cities. J'ai été ô combien intéressé comme vous par ce que Antoine Courmont a dit sur Waze. Et en fin de compte, le constat que je résumerai de la manière suivante, de ce que, dans les contextes qu'il a décrits, au fond, le pilotage des flux de circulation, la régulation de la circulation, en vient à être partagé entre l'autorité publique et un acteur privé, peu ou prou. Alors ça, c'est d'une importance très grande. Et là aussi, on a quelque chose d'exemplaire, parce que l'une des caractéristiques du phénomène Smart Cities, c'est que justement, il perturbe la distribution des rôles entre acteurs
publics et acteurs privés, dans un peu tous les domaines. Alors là aussi, le juriste est fort intéressé parce qu'il a l'habitude de faire rentrer les rapports entre public et privé dans des cases assez simples, voire un peu rudimentaires, qui vont bientôt exploser devant la complexité de la distribution des rôles entre public et privé. Enfin, un mot sur les algorithmes. Un double mot que je présenterai comme ceci. Je ne crois pas que pour les juristes, enfin, je ne crois pas que ce soit un problème majeur que Auchan utilise des algorithmes pour décider s'il vend des ananas à Clermont-Ferrand au mois de décembre. Je ne crois pas. Alors, en revanche, le jour où, qui est peut-être arrivé, ça vous allez peut-être nous le dire, le jour où une collectivité publique va commencer à utiliser des algorithmes pour prendre ses décisions, que ce soit en matière de mobilité ou ailleurs, là, nous allons être, nous, juristes, fortement troublés, parce qu'on va sortir complètement des logiques décisionnelles publiques classiques, qui sont des logiques essentiellement causales, parce qu'il faut bien expliquer ce que l'on fait, et donc on est nécessairement dans un registre de causalité. Passer dans un registre dans lequel la décision va être non plus fondée sur des éléments de nature causale, mais sur le constat de coïncidence statistique. Alors ça, c'est une vraie révolution problématique pour tout le monde, hein, mais problématique pour les juristes. Enfin, sur le véhicule autonome. Le véhicule autonome aussi, si je comprends bien, il va aussi, sans doute sur la base d'algorithmes, je ne suis pas un expert, abriter une logique décisionnelle. Il va décider quelque part si, dans un contexte donné, un jour, le choix est entre renverser une grand-mère ou se mettre en péril soi-même, il y aura dans le ventre du véhicule autonome quelque chose qui va en décider, qui est probablement de l'ordre de l'algorithme. Enfin, je ne sais pas. Bien entendu que s'ouvre là un problème considérable pour les juristes qui va passer par... alors bien sûr, c'est un problème philosophique aussi, ça va de soi, mais c'est un problème pour les juristes qui va passer par les schémas de responsabilité et d'assurance, parce qu'on va demander certainement des comptes aux véhicules autonomes, son conducteur ou son fabricant, de la manière dont il a aménagé la logique décisionnelle de son engin. Voilà, pardon. Alors moi, je peux répondre sur deux questions. J'ai peur qu'on ait vraiment pas beaucoup de temps parce qu'on a un déjeuner là qui est prévu et je pense que pendant le déjeuner, il y aura peut-être des réponses et des relations qui pourront se nouer. Malheureusement, on a une table ronde à 14h, je crois, mais tu veux peut-être dire un mot, Jacob, sur la logistique ? Je m'excuse, Jean, mais... Voilà, ici, dans le même lieu. D'accord. Donc on va se retrouver autour des buffets. Je pense qu'on va pouvoir continuer les échanges à cette occasion. Merci à tous.